n'hésitez pas à m'interrompre et à m'interpeller sur les sujets qui vous intéressent et à poser des questions. Je crois que c'est plutôt ça qui peut être intéressant plutôt que ce que je vais vous raconter directement. Voilà. Alors, on va passer à la planche. Voilà. Alors, je suis désolé, je vais peut-être raconter des choses qui sont évidentes pour certains d'entre vous. J'ai fait l'hypothèse que certains d'entre vous n'étaient pas forcément des gens extrêmement familiers des sujets de sécurité aérienne en général. Donc, une planche pour montrer la décroissance régulière du taux d'accidents mortels en aviation de transport régulière dans le monde. Hein. C'est la planche qu'on voit dans le monde. Donc, il y a maintenant 20 ans de ça, on disait « oulala, c'est très embêtant, avec l'accroissement du trafic aérien, le taux d'accident ne pouvant plus baisser, le nombre d'accidents va augmenter et ça va faire perdre la confiance du public dans l'aviation, etc. » Ben, c'est pas ça qu'on a vu. Les taux d'accident, bon gré mal gré, ils continuent à diminuer. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui en aviation de transport régulière, c'est qu'on voit un nombre d'accidents par an d'accidents mortels par an qui reste à peu près stable, un nombre de morts par an qui lui a tendance un peu à augmenter parce que la taille moyenne des avions augmente, mais donc on n'est pas dans les catastrophes annoncées en termes d'image du niveau de sécurité du transport aérien. Et alors par contre, moi, ce que je trouve très étonnant, c'est que, à mon avis, personne d'honnête n'est capable de dire pourquoi le taux d'accident continue à baisser. On continue, ça veut dire que le monde de l'aviation civile continue à faire des progrès. J'ai quand même l'orgueil de croire que les enquêtes accidents y contribuent beaucoup, mais c'est certainement pas la seule raison, mais ça augmente. Ça s'améliore. Alors. Pardon ? Il y a des pays qui sont plus sérieux qu'avant. La France était déjà très sérieuse. Les administrations de l'aviation civile. Alors c'est une bonne question, oui. Alors j'aurais pu présenter une autre planche qui, par rapport à ça, est un peu provocatrice. Si on regarde justement, c'est une planche qui établit depuis plusieurs années la DSAC sur le taux de sécurité des transporteurs en France, dans d'autres pays majeurs européens comme l'Allemagne et l'Angleterre, aux États-Unis. Et ben, sur les 15 dernières années, la France était très loin d'être le meilleur élève de toute cette bande-là. Au contraire, c'était le plus mauvais élève, de façon statistiquement incontestable. Il se trouve que ces dernières années, ça s'est amélioré et que maintenant, elle a rejoint le peloton de tête. Mais depuis qu'on est sorti, ça. Ça, c'est quelque chose qui peut interpeller, parce que notamment quand on compare avec les Anglais et les Allemands, les Anglais et les Allemands ne sont pas tellement différents que les Français, ils appliquent les mêmes règlements, ils ont des autorités qui fonctionnent à peu près pareil, et on peut même se dire que la France avait une autorité qui était plutôt musclée, avec quand même pas mal de moyens, par rapport à l'Allemagne notamment, et les Allemands, ils avaient un niveau de sécurité qui était nettement meilleur. Donc la corrélation, justement, n'est pas évidente, et c'est une source d'interpellation. Je pensais au reste du monde. Alors après, évidemment, si on va comparer avec les taux de sécurité observés au niveau des compagnies africaines ou de certains États d'Asie du Sud-Est, il n'y a pas trop de Alors, à quoi ça sert l'enquête de sécurité? Donc les enquêtes dont s'occupe le BEA, c'est un principe qui est affirmé très fortement au niveau de l'annexe 13, c'est la détermination des causes pour la prévention, et exclusivement pour la prévention, et c'est pas la détermination des fautes et des responsabilités. Bon, ça c'est bien joli, mais on verra après qu'en pratique, c'est pas forcément facile de rester dans ce contexte-là et de considérer ce contexte isolément d'un contexte un peu plus large. Après, ce que j'aime bien rappeler, c'est que l'activité du BEA, c'est une boucle de retour d'expérience, il n'y en a pas la seule, c'est pas la seule bien évidemment, au niveau des compagnies aériennes, il y a des retours d'expérience, au niveau des autorités de surveillance, il y en a, au niveau des organismes d'entretien, etc. Mais c'est la boucle la plus large, et parce que c'est la plus large, elle peut se permettre de porter un regard critique sur toutes les autres boucles et sur tous les acteurs et toute la chaîne des acteurs du système. Et c'est aussi pour qu'elle puisse porter ce regard critique qu'il faut que les enquêtes soient menées de façon indépendante par des organismes indépendants. Donc c'est un des grands principes également qui est établi. Alors
une enquête de sécurité, comment ça marche, quelles sont les principales étapes? Bon, ça c'est assez simple. Ça commence par une notification, ensuite un travail de recueil des faits pour établir des circonstances, puis une analyse pour déterminer des causes et des facteurs contributifs et des enseignements de sécurité. Alors, c'est des étapes qui sont à peu près séquentielles et effectivement, même si c'est très tentant immédiatement après une catastrophe de commencer tout de suite par les conclusions, c'est la faute à qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et si tout le monde le fait, y compris les gens du BEA, la culture des organismes d'enquête, c'est quand même de se discipliner par rapport à ça et d'éviter de s'engager trop tôt dans une analyse avant d'avoir recueilli des faits et d'avoir validé de façon très formelle et très méthodique les faits. Ça, c'est de la méthodologie d'enquête. Voilà. Qu'est-ce qui sort d'une enquête à la fin? C'est ou des rapports. Et la seule force des rapports, c'est qu'ils seront publics. Donc c'est l'exposition publique qui est le moteur de l'amélioration de la sécurité aérienne par le biais des enquêtes. Le système il est conçu délibérément pour ça, donc ça veut dire que là aussi on voit par rapport à cette notion très rationnelle de dire on va faire des enquêtes pour améliorer la sécurité, etc. En fait, oui, bien sûr on le fait ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça bouge à la fin? Ça reste quand même l'émotion qu'a suscité la catastrophe aérienne. Donc on fait une démarche très rationnelle, mais qui s'appuie délibérément sur l'émotion que suscite le fait qu'il y a un grand nombre de morts, etc. Et ça, on le voit de façon très concrète, c'est-à-dire que ça m'amuse toujours de faire ce genre de statistiques, le nombre de recommandations qu'il y a à la fin d'un rapport de sécurité, je ne parle pas uniquement des rapports du BEA, il est davantage proportionnel au nombre de morts qu'il y a eu lors de l'accident qu'aux circonstances de l'événement. Voilà. Et alors ça pourquoi? C'est parce que quand on sort des recommandations sur un événement qui a fait beaucoup de morts, il y a davantage de chances qu'on puisse sortir des recommandations qui vont vraiment faire pouvoir bouger le système sur des domaines pour lesquels il y a une forte inertie contre le changement, plutôt que si on sort un rapport sur un événement, un simple incident, pour lequel, oui, tout le monde dit oui, il faut améliorer la sécurité, il faut faire des choses. Enfin, oui, ça n'était qu'un incident, donc ça ne fait pas grand-chose. Un autre élément qui est intéressant à mentionner sur l'équilibre un peu du processus d'enquête, il y a cette idée que les données d'enquête sont confidentielles pour que les acteurs auprès desquels l'organisme d'enquête va intervenir pour recueillir des informations, des témoignages, etc., aient confiance dans le système. Mais là aussi, on voit tout de suite que c'est un équilibre difficile à choisir et à régler, puisqu'on recueille des données qui sont confidentielles, mais pour faire un rapport public à la fin. Donc il y a bien quand même quelque chose parmi les données confidentielles qu'il va falloir rendre public à la fin. Et le rendre public de façon, effectivement, d'une façon telle qu'à la fois on puisse être démonstratif, convaincant, crédible, mais d'une façon aussi telle que les acteurs qui ont contribué à ce que l'enquête ait pu être alimentée en information aient confiance et que se disent pas, là je me suis fait baiser une fois, la prochaine fois je donnerai aucune information. Donc ça conduit à un certain nombre de règles du jeu, dont une des plus connues, c'est en ce qui concerne les enregistrements des fameuses boîtes noires. Il y a tout ce qui est enregistrement des conversations dans le cockpit, c'est une donnée qui est considérée comme particulièrement sensible. Les syndicats de pilotes qui ont, que ça plaise ou pas, une influence quand même importante sur les évolutions réglementaires dans le monde, n'ont accepté qu'il y ait des systèmes d'enregistrement à bord des avions et que ces systèmes enregistrent de plus en plus de choses sur des durées de plus en plus longues, qu'à la condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec ces données. Et donc le pas n'importe quoi, c'est faire en sorte que le contenu audio, donc le son lui-même, ne soit jamais diffusé à l'extérieur du BEA, des organismes d'enquête, et là il y a des procédures internes au BEA qui sont très strictes pour ça, parce que quand même à l'intérieur du BEA, il y a qu'un nombre très limité de personnes qui ont accès à cela, et que dans le rapport, on ne met la transcription des conversations que des extraits de conversations qui sont strictement nécessaires pour expliquer.
l'événement et être convaincant et crédible. C'est la même histoire. Alors sur ce sujet-là, là aussi, les évolutions de la société font que c'est de plus en plus compliqué d'avoir cet équilibre-là, parce qu'aujourd'hui, la société, elle parle de transparence totale, etc., et que dès qu'on met des informations partielles, on vous dit, ben, vous avez qu'à garder, vous cachez des choses, etc., etc. Et en plus, on observe aussi que les tendances à des fuites, quelle qu'en soit l'origine et les mécanismes, sont toujours plus fortes. Alors, quelques mots sur l'organisation d'une enquête. Un accident, c'est souvent dans un contexte international. Il y a souvent un pays d'immatriculation, éventuellement la compagnie aérienne qui est dans un pays différent du pays d'immatriculation, le constructeur est dans un autre pays, les passagers sont dans un autre pays, le lieu d'occurrence, etc. Donc au niveau international, il a fallu se préoccuper très tôt de savoir coordonner tout ça. Dans une situation où, évidemment, quand on parle de catastrophe majeure, il y a des très forts intérêts en jeu, donc il était important d'avoir des règles claires. Et bien, ces règles claires, elles sont définies dans l'annexe 13 de l'OACI, pour définir qui fait quoi dans tout ça. C'est elle qui fixe l'objectif des enquêtes, et tous les principes dont je viens de parler sur le fait que les rapports sont publics, les recommandations, etc., sont également définis là-dedans. Alors voilà, quelques mots sur l'organisation. Le principe de base, il est assez simple en fait. C'est l'état d'occurrence qui a la responsabilité de conduire l'enquête. Et au sein de son état d'occurrence, c'est l'organisme d'enquête de l'état d'occurrence, évidemment. Et pour cela, il y a un personnage qui apparaît dans l'annexe, qui est la notion d'enquêteur désigné, c'est-à-dire que l'État et l'organisme d'enquête doit désigner une personne qui aura la responsabilité de mener l'enquête avec une équipe. Ensuite, il y a un certain nombre d'États considérés comme concernés qui ont une participation de droit. C'est les États de conception de l'aéronef, de fabrication de l'aéronef, d'immatriculation de l'aéronef et d'exploitation de l'aéronef. Donc tous ces États, ils ont la faculté de désigner une personne, là aussi, qu'on appellera un représentant accrédité, pour participer à l'enquête. Et ce représentant accrédité, il aura des pouvoirs assez étendus, c'est-à-dire qu'il pourra accéder à quasiment toutes les informations relatives à l'événement. Il pourra proposer des actes d'enquête, proposer des directions d'enquête, avoir son mot à dire sur l'analyse. Il a aussi des devoirs, c'est d'apporter, c'est ça la logique initiale du système, apporter toutes les compétences au titre desquelles il intervient, c'est-à-dire l'état de conception et de fabrication, c'est lui qui sera chargé d'apporter toute la connaissance sur le fonctionnement de l'avion, par exemple. Et il aura un droit très important à la fin, c'est quand il y a, au moment de préparer le rapport final d'enquête, le projet de rapport final doit être envoyé en consultation à tous les représentants accrédités, et ceux-ci ont le droit non seulement ont le droit de commenter, mais en plus ils ont le droit, si l'état d'occurrence n'est pas d'accord avec eux et ne veut pas prendre en compte leurs commentaires, ils ont le droit de demander à ce que ces commentaires soient annexés au rapport et donc rendus publics en même temps que le rapport. Donc ça, c'est un moyen de pression très très importante, et du coup ça introduit un mécanisme qui est assez fort pour inciter tous les acteurs du système à se mettre d'accord entre eux sur le contenu du rapport, même s'ils ont quasiment par nature des intérêts qui n'ont pas de raison d'être identiques en fait. Donc ça introduit par une espèce de contradictoire à l'intérieur du système d'enquête. Les représentants accrédités, ils sont normalement des gens qui appartiennent à l'autorité d'enquête du pays en question, donc ils n'ont pas forcément par eux-mêmes la connaissance de tous les domaines qui sont censés représenter, donc ils ont le droit de faire participer, sous leur contrôle, ce que l'on appelle des conseillers, qui sont des représentants directement des organismes impliqués, c'est-à-dire des représentants, par exemple, du constructeur, de la compagnie aérienne, ou également de l'autorité de surveillance. Et il y a une dernière catégorie d'État que j'ai mis entre guillemets tout à la fin, c'est l'État des victimes. Aujourd'hui, dans la presse, on en parle beaucoup, on parle davantage des répercussions d'un accident par rapport à la nationalité des victimes que par rapport à la nationalité de la compagnie ou du constructeur de l'aéronef. L'annexe 13, je pense que c'est très bien que ça reste comme ça, je souhaite que ça reste longtemps, ne reconnaît pas vraiment de droit de participation à l'enquête à un État qui aurait un grand nombre de victimes.
Il lui reconnaît un droit, mais c'est un petit peu un strapontin d'une certaine facilité d'accès à l'information. Il lui reconnaît des droits en ce qui concerne les questions d'identification des victimes, on comprend naturellement pourquoi, mais pas de participation et pas de pouvoir d'influence sur l'activité d'enquête et sur le rapport d'enquête. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué, par contre, à faire comprendre aux politiques et à faire comprendre évidemment aux associations de services. Alors, quelques mots sur le processus d'enquête tel qu'il fonctionne au BEA, donc un système de permanence. Donc toutes les semaines, il y a une personne qui a son téléphone branché en permanence sur le numéro d'appel d'urgence du BEA pour recevoir tous les appels et qui est chargé de trier les appels. Alors il reçoit des appels de qui? Des autorités locales, des exploitants, du contrôle aérien. C'est une source d'information privilégiée parce qu'évidemment quand il y a un avion qui tombe, souvent c'est le contrôle aérien qui est le premier à le voir. De plus en plus, les médias et Internet, c'est une source d'information, ça arrive souvent plus vite par là. Autorité locale, en France, c'est souvent, très concrètement, effectivement, la GTA, la gendarmerie, qui a un réseau territorial, un maillage très dense, qui nous alimente souvent avec les premières informations. En ce qui concerne les événements à l'étranger, puisqu'on y reviendra tout à l'heure, on participe beaucoup à des événements à l'étranger, les informations arrivent parfois aussi directement par le constructeur. Voilà. Alors, on reçoit des informations, sur lui, il s'est passé quelque chose. Le permanent, ce qu'il va faire, c'est traiter cette information, c'est-à-dire chercher à comprendre le plus ce qu'il en est. Est-ce que c'est un événement qui mérite une enquête ou pas? Évidemment, si c'est une catastrophe qui a fait 200 morts, la question ne va pas se poser. Mais la question va se poser de qui est faire intervenir dans l'enquête, par contre. Si c'est un incident, là, la question va se poser, il faut que j'en sache un peu plus sur le degré de gravité de l'incident pour dire je vais déclencher une enquête ou pas. Il faut enregistrer toutes ces informations pour pouvoir justifier les décisions qu'on prend là-dessus. S'il y a lancement d'une enquête, il faut lancer les processus de notification vers tous les États participants, donc je réfère à la planche précédente sur l'organisation internationale. C'est une charge de travail importante parce que au BEA, on reçoit c'est plusieurs centaines, de l'ordre de 600-700, ça dépend comment on compte, mais informations sur des événements dans l'année, et il y a un tri à faire en permanence toutes les semaines avec un grand nombre d'informations à trier. Donc une autre planche pour reprendre un peu le processus d'enquête sur les aspects un peu plus techniques. Donc à partir de la notification, déclenchement d'une enquête, recherche des informations factuelles de base. Alors ça commence traditionnellement, même quand il y a des enregistreurs de vol, par on va voir l'épave et le site. Alors déjà, il y a quand même, quand on parle d'accident d'aviation légère, là, en général, il n'y a pas d'enregistreur, donc la principale source d'information, c'est l'épave et le site. Même quand il y a des enregistreurs, c'est important de pouvoir d'aller accéder à des informations, parce que les enregistreurs parfois ne disent pas tout, ça dépend du type d'événement, ils ne suffisent pas toujours à pouvoir tout expliquer. D'autre part, c'est important aussi pour établir la crédibilité. Si on s'appuie uniquement sur des données enregistrées, c'est des trucs qui sont dans un ordinateur avec des 1 et des 0, il y a toujours la suspicion qu'on est manipulé, etc. De pouvoir affirmer, non, mais on est allé voir sur le site et les derniers paramètres enregistrés, ça colle avec ce qu'on a vu sur l'état de l'avion sur le site. C'est un élément complémentaire qui est souvent utile pour établir une certaine crédibilité. La recherche d'informations, c'est aussi tout un tas d'autres choses. C'est des documents sur la préparation du vol, sur l'organisation, etc., sur la météo. Ça, c'est des informations, je dirais, qui sont tout ce qui est dans le petit pavé de gauche, des données périssables, des informations périssables qu'il faut en général collecter le plus rapidement possible. Parce qu'elles risquent d'être modifiées, effacées, de disparaître. Les témoignages aussi, l'observation courante, c'est que le BEA fait, c'est que quand on interviewe des témoins très rapidement après un événement, ils sont très choqués, donc parfois ça pollue un peu la manière, leur capacité à restituer ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont perçu. Mais quand on les réinterroge plusieurs mois après, on se rend compte que souvent, de bonne foi, ils vous racontent une histoire différente. Alors pourquoi ils vous racontent une histoire différente? Parce qu'ils ont été alimentés par d'autres informations qui leur sont arrivées par ailleurs. Et là, il y a un processus intellectuel tout à fait naturel chez tout individu, sans aucune mauvaise foi ou volonté de manipulation ou autre. C'est que le cerveau humain cherche à construire une rationalité.
et donc se met à rajouter inconsciemment des observations pour mettre une logique dans ce qu'il a perçu. Un exemple typique qui marche très très fréquemment et que je trouve assez spectaculaire, quand vous avez un accident avec un avion qui tombe par terre et qui prend feu à l'impact. Vous avez des témoins au sol qui voient cet avion tomber au sol et prendre feu à l'impact. La plupart de ces témoins, si vous leur demandez ce qu'ils ont vu, ils vous diront qu'ils ont vu un avion en feu tomber par terre, que l'avion était en feu avant de tomber. Pourquoi? Parce que le cerveau humain n'arrive pas à expliquer qu'il y a un avion qui est tombé par terre, tandis que si l'avion il brûle avant de tomber par terre, là on a un début d'explication. Ensuite, il y a tout un travail d'aller rechercher des informations plus profondes sur des aspects plus organisationnels, etc. Et un travail d'exploitation des informations factuelles brutes pour en tirer des informations factuelles qui sont toujours factuelles, mais qui sont élaborées, qui sont interprétées. Donc c'est tout le travail sur tout ce qui est enregistreur, alors enregistreur de vol réglementaire, les fameuses boîtes noires, mais également toutes les données qui peuvent être enregistrées à bord des avions. Maintenant, il y a de plus en plus d'électronique à bord des avions. Il y a également de plus en plus d'électronique dans les poches des pilotes et des passagers, sous la forme de téléphones portables, d'iPad, de machins comme ça. Et au BEA, on a développé des compétences pour pouvoir, même quand tous ces engins sont endommagés, les supports électroniques des mémoires en fait résistent très bien au choc. Ils ne résistent pas au feu, mais ils résistent très bien au choc, ils résistent très bien à l'eau, et en général, on arrive, même quand ils sont endommagés, à extraire des données qui sont utiles. Plus tout un travail là-dessus. Bon, là, je n'ai pas trop le temps de développer techniquement tout ce qu'on peut faire avec ces choses-là. Les photos des fameuses boîtes noires. Alors là, elles sont noires parce qu'elles ont brûlé. Hein. Les boîtes noires, elles sont oranges. D'accord. On les récupère sur un site d'accident où les bouts sont brûlés. Elles sont parfois comme ça, elles sont parfois beaucoup plus tordues et beaucoup moins reconnaissables. Et voilà, et donc, alors, sur le recueil des événements et de la partie traitement brut, il y a un aspect un peu itératif, c'est-à-dire, par exemple, en fonction de ce qu'on aura vu dans les enregistrements des l'enregistreur de paramètres, par exemple, ça pourra amener à les retourner sur site, retourner faire des examens plus approfondis sur certains éléments de départ, par exemple. Des interactions d'un côté un peu itératif. Et après, le travail donc, sur le scénario, c'est-à-dire enchaîner tout ce qui s'est passé avec les interactions qui peuvent expliquer cet enchaînement, et une réflexion sur les causes et les facteurs contributifs et les missions de recommandation de sécurité. Quelques mots peut-être sur les causes et facteurs contributifs. C'est un exercice qui est très difficile, même quand on a établi le scénario, qu'on sait précisément ce qui s'est passé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la détermination de ce qu'on appelle des causes et des facteurs contributifs, c'est une construction intellectuelle qui est toujours contestable. Ça n'est pas un processus complètement rationnel et logique. Si vous regardez les définitions, en général, les définitions de qu'est-ce que c'est qu'une cause, en général, on trouve toujours une définition du style, c'est quelque chose qui, si on l'enlève, l'événement ne se produit plus. C'est quand même plus compliqué que ça. Je prends un exemple qui est pu émettre pas mal. Alors ça, cette définition-là, c'est la définition qu'a tendance à utiliser la justice quand elle travaille sur des aspects de responsabilité. Quand on parle d'une enquête de sécurité, d'une enquête technique, on retient comme cause des causes qui ont un sens en matière d'amélioration de la sécurité. Donc je peux donner plusieurs exemples par rapport à ça. Normalement, on ne retiendra, quand il y a un accident qui s'est produit parce que, entre guillemets, l'avion a traversé un orage, on ne va pas retenir comme cause la météo. Parce que si vous dites que la météo c'est la cause, ça ne vous donne pas de piste pour améliorer la sécurité. Donc là, ça veut dire qu'on va essayer de chercher un peu plus loin pourquoi l'avion a rencontré ces circonstances météo. Bon, certes, il faisait mauvais, mais pourquoi il a rencontré ces circonstances météo, pourquoi il n'a pas su y résister, l'éviter, etc. Et ça sera ça la cause après. C'est à partir de ça qu'on va trouver une cause. Un autre exemple que je donne, là c'est un exemple réel qui a pas mal ému la DGAC, sur le volet judiciaire. C'est un avion en Evasam qui décolle à Besançon de nuit, il fait une nuit noire. Le BEA n'a jamais réussi vraiment à déterminer exactement ce qui s'est passé. Par contre, il a été déterminé, à la fois par l'enquête du BEA et par l'enquête judiciaire, que le pilote de cet avion, c'était un peu un tricheur, et que en fait il avait
un problème avec sa licence. Il n'avait pas la compétence en anglais requise. Et il avait un peu baratiné le système, le bureau des licences pour se faire quand même valider une licence de pilote professionnel, alors que les exigences d'anglais de la licence professionnelle, il ne les avait jamais démontrées. Toutes les autres exigences techniques pour une licence de pilote professionnel, il y répondait. Lors du décollage, il n'a pas dit un mot. De toute façon, le contrôle aérien, enfin, la personne, je crois que c'était un AFIS, c'était du français, donc l'anglais n'a rien à voir avec l'événement. Cependant, du point de vue judiciaire, licence donnée à tort, si pas de licence, pas de vol, si pas de vol, pas d'accident. Donc, côté judiciaire, le défaut de licence et l'erreur de la personne qui a délivré les licences alors qu'elle n'aurait pas dû, c'est une cause. Et donc, c'est une possible mise en examen. Qu'est-ce qu'ils sont? Si on enlève cet élément-là, c'est sûr que l'événement ne se produit pas. Mais c'est pour montrer le côté un peu. Je mentionne cet exemple, non pas pour dire du mal de l'enquête judiciaire, mais pour montrer le côté arbitraire et difficile de cette détermination des causes. Les causes, on les détermine en fonction de ce qu'on veut faire avec. Alors, je reviens, j'en ai déjà un peu évoqué un peu directement sur le contexte de l'enquête de sécurité. Donc, on le dit bien, l'enquête de sécurité, c'est uniquement la prévention, c'est pas les fautes et la responsabilité. Bon, quand il y a un accident avec des morts, on voit se développer tout un tas d'attentes de la part de différents acteurs. Des attentes en matière de responsabilité, alors ça c'est le mot gentil, de culpabilité, c'est un peu plus dur, ou de vengeance, quand même, souvent ce que pensent les gens. Des recherches d'indemnisation, des recherches de soif de sensationnel, de besoin d'exprimer la compassion. Du côté d'acteurs peut-être plus directement impliqués, des soucis de préserver des intérêts industriels, économiques, corporatistes, etc. Tout ça, c'est des attentes, des intérêts qui se manifestent. Bon, qu'on le veuille ou non, ils sont présents, qu'on juge qu'ils soient bien ou pas, qu'ils soient justifiés ou pas, ils sont là. Ces événements, ces attentes-là, elles s'expriment notamment par le biais d'un certain nombre d'acteurs, que sont les médias, les familles, leurs avocats, la justice, les politiques. Et ça, c'est un contexte que l'enquête de sécurité, dès qu'on parle d'un événement un peu visible, d'une certaine ampleur, ne peut pas ignorer, parce que ça rebondit fortement. Ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que dès qu'il y a une catastrophe majeure, il y a une intervention de plus en plus visible du politique pour manifester la compassion vis-à-vis des victimes. Donc il y a un système, et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, c'est une observation de ce qu'on voit. Donc il y a un système aussi qui s'est mis en place où le monde, de façon générale, porte de plus d'attention à l'accompagnement des familles des victimes. Donc les familles des victimes ont des attentes du coup qui sont sans cesse croissantes. Le fait que les familles des victimes expriment des attentes, des demandes, et que le politique exprime sa compassion, ça fait que les médias, ça fait un sujet médiatique, donc les médias en parlent, et donc tout ce trio boucle et résonne. Et alors l'enquête de sécurité, le BEA pourrait considérer qu'il se lave les mains de tout ça, et qu'il ne parle pas à tous ces gens-là, et qu'il fait son petit bonhomme de chemin indépendamment. Il ne peut pas tellement faire ça, parce que dans le monde dans lequel on vit, il serait, d'une part, il ne serait pas compris s'il disait non, moi je reste en dehors de ça, c'est pas du tout mon boulot, etc. Et également, c'est parce que ce qu'on voit, c'est que tout ce petit monde-là a besoin de chercher des réponses, de donner des explications très vite. Et du coup, que si on laisse faire tout ce système-là en boucle ouverte, je dirais, enfin, qui reboucle sur lui-même, il y a très vite des idées qui se mettent à tourner en rond, des spéculations. Et si on les laisse tourner comme ça, ces spéculations, ça devient très vite la vérité. Et si l'organisme d'enquête, il arrive un an plus tard avec son beau rapport en disant non, j'ai trouvé, c'est pas du tout ce que vous racontiez, on dira, ben non, l'organisme d'enquête, il a triché, il a manipulé les boîtes noires, c'est pas ça, etc. On le savait bien que c'était pas ça. Donc ça veut dire qu'on est un peu contraint de rentrer un peu dans ce jeu. Alors il faut trouver le bon dosage, pour pas se retrouver complètement aspiré par ce système-là, mais pour être présent, pour montrer qu'on existe, pour expliquer ce qu'on fait,
Et le but de tout ça, c'est à la fin d'avoir une crédibilité. Même si les acteurs qu'on vise pour l'amélioration de la sécurité, c'est plutôt les acteurs de l'aviation civile, si on fait ça dans un contexte où les familles vont dire le rapport du BEA, c'est que des menteries, c'est tout faux, etc., le rapport, il aura moins d'impact, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on soit là-dedans. Je donne une petite anecdote au passage pour illustrer un peu ce phénomène. Vous vous rappelez certainement de l'accident qui s'est produit au Mali, avec un vol Air Algérie d'une compagnie qui avait affrété une compagnie espagnole Swiftair, où il y a eu pas mal de Français qui étaient décédés dans cet accident. Donc c'était un des accidents où effectivement on a vu pour la première fois une implication, je pense en France, enfin, peut-être pas la première fois, mais une implication en France vraiment à un niveau politique très fort, très rapidement, jusqu'au président de la République et un grand nombre de ministres qui étaient impliqués. Et j'avais été invité par ces politiques à participer dans les 3 jours qui suivaient l'accident à une réunion avec les familles de victimes. Et un certain nombre de ministres s'étaient exprimés sur la base d'informations dont ils avaient entendu parler pour dire l'avion était en détresse, il a fait demi-tour. Moi, devant les familles à ce moment-là, j'avais juste essayé d'expliquer ce que c'était que l'enquête de sécurité. Alors en plus, ça avait été un peu compliqué parce que dans l'esprit des politiques, ils imaginaient que vu qu'il y avait plein de Français à bord, c'était le BEA qui faisait l'enquête. Ils ont découvert de ma bouche devant ces gens-là, parce que ça va très vite dans ces cas-là, que non, c'était pas moi qui faisais l'enquête, c'était le Mali qui déciderait la place qu'il accorderait au BEA, d'une part, et d'autre part sur les questions, la météo, demi-tour, etc. Je dis, moi j'en sais rien du tout, on verra plus tard ça. Et le plus tard, ça a été un mois plus tard, où là, assez rapidement, on avait eu quand même des données météo, les données des paramètres de vol. On avait pu tracer une trajectoire. Avec une trajectoire, on voyait un avion qui contournait bien gentiment une grosse masse orageuse et où il n'y avait absolument aucune trace de demi-tour en vol. Et je présente ça donc un mois plus tard aux familles des victimes qui me tombe dessus en disant mais vous mentez, vous m'aviez dit un mois plus tôt que l'avion avait fait demi-tour. Voilà, c'est un exemple typique. Voilà, comment ça se passe. Alors, comment gérer ces attentes, ce contexte? Bonjour Monsieur Gracinon. Vous en connaissez tellement. Mais oui, mais vous en connaissez tellement sur le sujet dont je parle que je ne vais plus oser parler. Comme j'ai passé une nuit dans l'avion, vous pouvez répéter ce que je sais. Alors, comment gérer ces attentes et ce contexte? Ce qui aide, c'est quand même d'affirmer l'indépendance de l'enquête. L'indépendance de l'enquête, elle y est, elle marche. Après, il faut qu'elle soit connue. Il faut que tous les acteurs du système, les acteurs qui gravitent autour d'une catastrophe aérienne le connaissent. Là, ça c'est un travail permanent. Le ministre de tutelle du BEA, le ministre chargé des Transports, lui c'est assez facile d'aller voir pour lui expliquer qu'on est indépendant, l'intérêt qu'il y a pour son propre intérêt à ne pas s'aventurer trop tôt lui-même dans des spéculations sur ce qui s'est passé, et d'attendre et de refiler ça au BEA qui pourra distiller les informations plus tard, etc. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer tout ça au président de la République, au Premier ministre, etc., avant l'accident. Et comme on voit aujourd'hui qu'il se développe pour une catastrophe majeure une tendance à ce qu'il y ait une implication politique qui dépasse le simple transport, si je veux dire, là il y a une difficulté. Aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, je dirais, grâce, heureusement ou malheureusement, avec tous les événements qu'on a vécus dernièrement, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un gouvernement, depuis le président de la République jusqu'au ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, le secrétariat d'État de transport, etc., qui connaissent très bien ce que c'est que le BEA, son indépendance, son rôle à l'étranger, en France, etc., et qui sont capables de très bien parler sans moi. Malheureusement, le gouvernement va changer dans quelques semaines, il va falloir recommencer. Enfin, il faudra leur expliquer. Mais bon. Ce qui aide aussi, c'est que le BEA, les textes le disent clairement, a un pouvoir de communication indépendant justement des autres autorités qui peuvent intervenir. Et il faut savoir l'exercer. Alors l'exercer comment? Ce qui est très utile et ce qu'essaye de faire le BEA, c'est avant la crise, de faire connaître auprès de journalistes
qui ont le temps de passer un peu de questions de fond, de ce que c'est que le BEA, son rôle, etc. Et notamment de cibler et d'établir des relations privilégiées avec des journalistes qui sont sur le secteur aviation d'agences de presse, des principales agences de presse, pour leur expliquer ce que c'est que le rôle du BEA et entretenir des relations avec eux. Comme ça fait que, après un événement majeur, au moins ces gens-là, ils savent interpréter les communiqués du BEA et resituer dans le contexte des missions du BEA et donc le présenter sous un angle qui évite que ça parte un peu n'importe où. Après, pendant l'enquête, c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure. Sur les événements majeurs, on voit qu'il est nécessaire assez rapidement d'expliquer ce que c'est que l'enquête de sécurité, rappeler la mission, sécurité, pas de responsabilité, etc. Rappeler la démarche, expliquer pourquoi ça prend du temps, expliquer pourquoi on ne peut pas tout dire tout de suite, etc. Donner les informations. Maintenant, on voit qu'on ne peut plus dire je vous donne rendez-vous dans un an pour avoir les informations. Les informations, comme de toute façon, il y en a de plus en plus qui fuitent. Et certaines informations qui fuitent sont des informations réelles, c'est-à-dire que maintenant les avions envoient par des réseaux pas forcément très protégés tout un tas d'informations, donc ces informations elles retrouvent dans le journal, et elles ne sont pas fausses, mais souvent elles sont interprétées de travers. Donc là il y a intérêt à communiquer tout de suite sur ces informations pour donner tout de suite la bonne interprétation, pour éviter que ça parte de travers. Et puis il y a par contre des trucs qui sont carrément des spéculations, de l'imaginaire, etc. Et là si on ne donne pas des informations... on ne peut pas être en permanence dans un registre négatif en disant c'est faux, il ne faut pas spéculer, etc. Il faut donner des informations, sinon ça repart sur les spéculations. Il y a une attente qui est bien installée maintenant dans le monde, une information privilégiée des familles. Information privilégiée des familles, c'est-à-dire que les familles veulent être informées avant que l'information soit dans le domaine public. Et ça, c'est même inscrit maintenant dans le règlement qui gouverne les enquêtes, dans le règlement européen. Ça, on comprend bien la logique, effectivement, on comprend même pour des familles, ça peut être très déroutant d'apprendre des choses sur un crash qui les touche émotionnellement très fortement, évidemment, dans les médias, avec des commentaires sensationnels de journalistes, etc. Le problème, c'est que ça peut s'organiser quand il s'agit de la présentation du rapport final, quand il s'agit d'intervenir 3 jours après l'accident, alors que les familles de victimes, on ne les connaît pas encore, elles ne se sont pas encore structurées en association, on n'a pas leur liste d'adresse, etc. Et non, c'est plus difficile à faire en pratique. Ça va ? Oui, tout à fait. Oui, pas de souci. Sur l'enquête judiciaire, alors dans beaucoup de pays, dont la France, dès qu'il y a un accident mortel d'aviation, en France, dès qu'il y a un accident mortel d'aviation, ou que ce soit dans le monde, avec un Français parmi les personnes décédées, il y a ouverture d'une enquête pénale. Et l'enquête pénale, elle a besoin, comme l'enquête de sécurité, de déterminer les faits, les circonstances, avant elle de déterminer les responsabilités. Donc, elle a besoin... Bientôt. Donc elle a besoin d'accéder basiquement aux mêmes informations que l'enquête de sécurité. Et dans certains pays, dont la France, il y a quand même une culture judiciaire qui est de donner des pouvoirs très forts et normalement exclusifs à l'enquête de sécurité, à l'enquête judiciaire et aux magistrats instructeurs pour se saisir, poser des scellés, mettre la main sur tout. Donc là, les évolutions réglementaires européennes ont beaucoup aidé pour rétablir un équilibre. Et aujourd'hui, l'équilibre fixé par le règlement européen, alors pour le coup, maintenant, c'est le domaine judiciaire français qui a du mal à s'y adapter, parce que le principe qui est posé par le règlement européen, c'est que c'est l'enquête de sécurité qui a la prééminence et qui doit pouvoir accéder immédiatement à toutes les informations et qui doit, si possible, s'arranger, je simplifie les choses, pour faire en sorte que peut-être l'enquête judiciaire puisse aussi y avoir accès. C'est plutôt dans ce sens-là que la logique internationale est mise en avant maintenant. Ce qui, évidemment, vu du système judiciaire français, est une révolution difficile à accepter. Après, quand on regarde dans la déclinaison pratique, en ce qui concerne les observations sur le site d'accident, sur les observations factuelles qui peuvent être partagées, là, ça marche bien. Le fait qu'on ait en France une GTA et que la GTA
est en général l'officier de police judiciaire de l'enquête judiciaire et que la GTA connaît le monde de l'aviation civile. Ça facilite beaucoup des choses. La GTA, on les côtoie tous les jours, donc ils nous connaissent, ils savent comment on travaille, ils connaissent notre cadre réglementaire, donc il y a un dialogue qui est possible. Là où les choses se corsent un peu, c'est que le contexte international, dans cette logique de prééminence de l'enquête de sécurité, et dans cette logique aussi de protection de la confidentialité des sources, des informations, etc., a introduit le principe d'informations sensibles qui ne doivent pas ou qui ne devraient pas être utilisées à d'autres fins que l'enquête de sécurité. Et qui dit notamment que, par exemple, les données CVR ne doivent pas être utilisées à d'autres fins que l'enquête de sécurité. Et là, dans le contexte français, c'est inimaginable, vu d'un juge d'instruction, ou vu d'un politique, ou vu des familles de victimes, de dire qu'il y a un CVR qui permet quand même de comprendre beaucoup de choses sur ce qui s'est passé, et l'enquête pénale ne pourra pas avoir accès au CVR. C'est simplement inimaginable. Donc le règlement européen et l'annexe 13 prévoit quand même des possibilités d'aménagement par rapport à ça, donc prévoit des mécanismes pour lever cette protection des informations sensibles, et dit on peut lever les informations sensibles et les communiquer à d'autres fins, donc sous-entendu en général des fins d'enquête judiciaire, s'il y a eu ce qu'en anglais on appelle un balance test, c'est-à-dire que les intérêts à ces autres fins l'emportent sur les inconvénients pour la sécurité, pour cette enquête et pour les enquêtes futures, d'autoriser cette utilisation à d'autres fins. Il y a une notion d'autorité compétente pour cela, pour arbitrer ces deux intérêts contradictoires. Dans les pays de droit common law, anglo-saxon, cette autorité compétente qui va faire cet arbitrage, ça sera une autorité compétente en général de très haut niveau. Au Royaume-Uni, ça sera ce qu'ils appellent la High Court, et qui sera une autorité qui sera indépendante de l'instruction judiciaire sur l'affaire judiciaire. En France, avec la logique de justice pénale inquisitoriale, celui qui va faire cette détermination, c'est le magistrat instructeur lui-même. Donc évidemment, il y a peu de suspense sur le résultat du choix qu'il va faire. Par contre, ça permet quand même d'avancer un peu, quand même. C'est-à-dire que l'accord qui a été passé avec la justice, puisque le règlement européen qui encadre tout ça, demande à chaque État, à ce que dans chaque État, il y ait un accord entre l'autorité d'enquête de sécurité, donc le BEA, et l'autorité de la justice sur la manière d'organiser cette cohabitation. L'accord qui a été passé en France dit que le magistrat instructeur doit me demander mon avis avant de se saisir du CVR, du contenu du CVR. Et moi, l'avis que je lui donne, si c'est un accident mortel, c'est de lui dire que je ne sais pas ce qu'il utilise, mais que je lui demande de ne pas mettre dans le dossier d'instruction le fichier audio. Parce que de ne pas mettre le fichier audio dans le dossier d'instruction, ça limite le risque que le fichier audio se retrouve dans le domaine public sur Internet. Alors, la première fois que ça a été fait, c'était avant que je sois au BEA, c'était pour l'Air France 447, où le juge d'instruction de l'Air France 447 a accepté de faire ça. C'était la première fois. Et non sans mal, parce que le juge d'instruction, du coup, a eu du mal à se justifier auprès des parties civiles, et notamment des associations de famille, sur pourquoi le dossier audio n'était pas dans le dossier judiciaire. Donc ça reste quand même des sujets un peu difficiles. Alors, quelques mots sur le BEA. On est un service à compétence nationale d'un point de vue administratif. Les textes disent qu'on est placé auprès du vice-président du CGEDD. Personne n'est capable de dire exactement ce que veut dire placé auprès du vice-président du CGEDD. En pratique, il n'y a pas de lien réellement opérationnel au quotidien avec le CGEDD. Le principal lien, c'est au moment de la nomination du directeur, puisqu'il y a un autre texte qui dit que le directeur du BEA est nommé par arrêté du ministre sur proposition du vice-président du CGEDD. Après, matériellement, mais ça, il n'y a aucun texte qui le dit, le BEA, il reste quand même extrêmement proche de la DGAC pour tout ce qui est support matériel. Alors ça, en termes d'image vis-à-vis de l'extérieur, d'indépendance, c'est pas très cachère.
c'est pas trop critiqué quand même, et par contre, moi je ne souhaite pas faire pas du tout, par le temps qui court, faire évoluer cette situation, parce qu'en termes d'accès à des ressources pour fonctionner, c'est quand même une solution, un positionnement qui est privilégié quand même. La DGAC, maintenant depuis plusieurs années, a bien compris l'intérêt qu'elle avait à avoir un BEA indépendant et fait très attention dans son comportement vis-à-vis du BEA à ne rien faire qui pourrait laisser entendre qu'elle cherche à influencer le BEA. C'est plutôt un positionnement qui est en fait plutôt favorable, mais qui n'est pas forcément très facile. Ça permet d'assister les besoins. Oui, mais c'est ça, ça permet d'accéder à des besoins, ça permet d'avoir un système de recrutement qui a accès à une population de personnes compétentes, formées, etc., de faciliter les déroulements de carrière des gens. C'est pas ça qui est reproché, justement, que ce sont les anciens de la DGAC qui sont... Ça, c'est parfois reproché, effectivement, oui, mais en même temps, mais ça, c'est... Ils connaissent. Mais ceci dit, mais si on était complètement indépendant du système administration et gestion civile, et qu'on recrute, mettons par le voie de contractuel, où est-ce qu'on irait recruter des gens compétents, comme le font nos collègues anglais, américains ou autres, chez les constructeurs et chez les compagnies aériennes. Donc on aurait aussi une critique. Et après, on retombe dans le débat classique, indépendance versus compétence. Bon, mais ça, je dirais, cette critique-là, il me semble que ces derniers temps, elle est moins virulente. Il y a quand même... La compétence du BEA, elle est reconnue, et quand on explique que la compétence, elle se fait par la pratique, et qu'il faut avoir des gens d'expérience, et que du coup, c'est pas forcément normal qu'ils soient un peu du même milieu, c'est quelque chose qu'on arrive à faire passer quand même. En ce qui concerne les missions, donc 3 missions principales, vont faire des enquêtes. Alors c'est enquêter en France, donc là on a la responsabilité directe d'enquêter, bien entendu. On a l'obligation d'enquêter sur les accidents d'aéronefs certifiés, sur les incidents graves. On enquête également sur d'autres événements, notamment sur les accidents mortels du LM, pour lesquels on n'a pas d'obligation d'enquête, mais pour lesquels il y a quand même une attente forte, puis c'est la pratique de l'ULM dans le monde de l'aviation légère, c'est que ça devient quand même un peu majoritaire. Et à l'international, à l'étranger, on participe en tant que représentant de la France, notamment en tant qu'État de conception, parce que tous les Airbus, les ATR, les Falcon, les Airbus hélicoptères, les moteurs CFM, les moteurs turboméca, enfin ex-turboméca, maintenant Safran Engines, je sais quoi, sont de conception française, et pour certains de construction française. Et donc ça fait qu'on est de plus en plus impliqué à l'étranger. Et ça induit une charge de travail non négligeable, mais ça induit aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire comme on est très impliqué à l'étranger, c'est un moyen que peu d'autres organismes d'enquête ont d'exposer nos gens à la gestion de crises majeures, à la gestion d'enquêtes majeures, de développer leurs compétences, d'exercer de façon routinière leurs compétences en matière de lecture d'enregistreurs, d'extraction de données, de ceci, de cela. Donc du coup, on est toujours à la pointe des compétences dans le monde dans ce domaine-là. Du coup, on est très connu à l'étranger, on a une bonne image à l'étranger, parce qu'en plus on a une culture plutôt d'essayer a priori de répondre favorablement à toutes les demandes. Du coup on fait appel à nous, du coup ça améliore notre réputation, ça améliore notre compétence, et ça induit un cercle plutôt vertueux de ce point de vue. Et autre mission, c'est informer, et donc informer en général les autorités, les familles, le public, etc. Voilà, quelques mots sur les moyens dont on dispose. On est environ 95, un peu plus de 50 enquêteurs. Alors c'est beaucoup. On est dans le domaine aviation, le deuxième bureau au monde derrière les États-Unis, et particulièrement derrière les États-Unis, alors que les États-Unis sont un pays beaucoup plus grand. On est de loin les plus gros en Europe. Maintenant, quand on fait le ratio, on a tendance aussi à oublier, on verra les chiffres tout à l'heure, qu'en France, il y a beaucoup d'activités d'aviation générale, donc beaucoup d'accidents. Et il y a cette activité à l'étranger très importante, et quand on fait le ratio de nombre d'affaires par enquêteur, par rapport au nombre de nos collègues d'autres pays qui n'ont qu'un ou deux enquêteurs, nous, malgré nos 50 ou 55 enquêteurs, on a un ratio de nombre d'affaires par enquêteur qui est très supérieur à l'autre. En termes de budget, faut que je fasse attention parce que vous disiez là, il ne faut pas que je dise trop fort, mais on ne se plaint pas trop du budget que nous donne la DGAC.
On a les moyens de fonctionner, heureusement. On consacre une partie, donc on a un budget de 2,8 à 2,9 millions d'euros par an. Voilà. Investissement plus fonctionnement, hors masse salariale évidemment. Et on consacre une bonne partie de ce budget au déplacement. Ça, c'est notamment lié à l'activité à l'étranger. Alors ça varie quand même d'une année sur l'autre. Ça varie entre 600 000 et 1 million d'euros suivant les années. S'il y a une année où on a des activités à l'étranger nombreuses dans des pays lointains pour lesquels les coûts de déplacement sont compliqués, ça va faire peut-être plus cher. Un gros effort également en termes de formation et d'entraînement pour entretenir quand même les compétences de nos enquêteurs, notamment le ratio du budget, il est quand même assez supérieur, on se renvoie dans d'autres entités de la DGAC. On a un laboratoire avec des capacités qui sont reconnues, qui sont parmi les premières au monde en matière de lecture d'enregistreurs et de lecture et d'extraction de données de tout dispositif électronique, quel qu'il soit. En ce qui concerne les examens d'épave et de métal, et les examens sur des éléments de structure, des éléments mécaniques, des équipements, des choses comme ça, on a des capacités en interne qui nous permettent de faire des choses, qui nous permettent d'avoir des compétences aussi. Donc on a par exemple un microscope électronique à balayage, une machine à rayons X pour faire de la tomographie à l'intérieur d'un équipement, des microscopes classiques, des choses comme ça. Mais on n'a pas les capacités de tout faire là, parce que là, ça ne sont pas très grande non plus. Et on s'appuie aussi assez largement là, pour tout ce qui est examen d'épave et d'équipement dans des laboratoires spécialisés. On travaille régulièrement avec la direction générale de l'armement. Ce genre d'examen se font aussi souvent chez les constructeurs eux-mêmes, parce que souvent c'est que les constructeurs qui ont l'outillage nécessaire pour faire les examens. Et bon, savoir-faire reconnu, j'en ai déjà pas mal parlé, je passe. Voilà. Quelques chiffres d'activité moyens pour vous donner des ordres de grandeur. On ouvre à peu près 140, 150 enquêtes par an en France, dont la très grosse majorité, heureusement, c'est des accidents d'aviation légère, d'aviation générale. C'est une activité qui est à peu près stable en nombre d'enquêtes. Derrière cette activité d'accident d'aviation générale, en nombre de morts, ça fait à peu près quand même, ça tourne autour de 70 morts par an, une quarantaine d'accidents mortels, c'est les chiffres. Et à l'étranger, là c'est une activité qui a une tendance à l'augmentation, 200, 230 désignations de représentants accrédités à l'étranger. Donc vous voyez, par rapport aux 50 enquêteurs, ça fait quand même des chiffres importants. Quand on se rappelle que les enquêtes, normalement on essaye de les boucler en moins d'1 an, dans bien des cas on n'y arrive pas. Donc la durée moyenne d'une enquête elle est quand même plutôt supérieure à 1 an. Donc ça fait un stock d'enquêtes en cours important, et aussi une grosse difficulté pour tous les organismes d'enquête, c'est que c'est cette question de gestion de stock, et puis le fait que le flux entrant, évidemment, on ne maîtrise pas. C'est les événements qu'il faut tourner. Voilà, alors, bien évidemment, sur les 200 à 250 enquêtes à l'étranger, elles sont d'importance variable, et le degré d'implication du BEA est très très variable, évidemment. Pour un grand nombre d'entre elles, heureusement, on se contente de donner un nom pour que l'organisme qui mène l'enquête puisse nous demander des informations si on en a besoin, mais notre travail s'arrête là. Après, ça arrive qu'on fasse des enquêtes à l'étranger en tant que représentant accrédité, mais dans des conditions où soit il y a un contexte français, d'intérêt français particulier, soit on est dans un pays qui est vraiment démuni parce qu'il ne sait pas du tout comment gérer une enquête, et à ce moment-là, ça peut aller beaucoup plus loin, et ça peut aller dans des situations où, de fait, on va faire 90% de l'enquête pour le compte du pays d'occurrence. C'est lui qui garde la responsabilité, mais c'est nous qui font 90% du travail, depuis le travail sur site, la lecture des enregistreurs, et jusqu'à aller lui rédiger une proposition de rapport qui sera 90% rédigée. Et en plus, parfois, on fait ça, et à la fin, l'organisme d'enquête, il n'a pas le courage, ou il a un problème avec son autorité politique, ou autre, il ne sort pas le rapport. Voilà, j'en ai terminé sur la partie présentation du BEA. Après, j'ai quelques planches, quelques réflexions personnelles en matière de sécurité, mais enfin, c'est un peu un autre sujet, donc c'est peut-être le moment de s'arrêter pour des Oui, on questions. peut donner la parole aux participants. Des questions?
merci Rémi et bravo pour cet exposé. Je sais que c'est pas ton genre de faire dans le langue de bois, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce que tu vois dans ta boule de cristal sur l'évolution à long terme des relations entre le BEA, enfin, les enquêteurs et la justice? Est-ce que l'équilibre mal foutu actuel, on cherche à le maintenir à tout prix? Est-ce qu'il y a une évolution en mieux, en pire? Est-ce que l'Europe y jouera quelque chose? Tu vois pas ce que tu veux. Alors, c'est pas forcément facile de savoir vers quoi ça va évoluer. Déjà parce qu'en France, le système judiciaire est construit de telle manière qu'il dépend énormément des individus. Donc déjà, les relations avec la justice sur une enquête, elles sont déjà très fortement dépendantes de la personnalité du magistrat instructeur. Et là, il peut y avoir beaucoup de variabilité. Je dirais ces 2 dernières années, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Le règlement européen qui donne un cadre, plus la pression qu'a mis l'Europe sur la France comme sur d'autres États, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés dans ce domaine, pour qu'on mette effectivement en place cet accord entre le BEA et la direction des affaires criminelles et des grâces, ça a conduit à ce que la justice, qui au début faisait la sourde oreille, s'est décidée à venir à la table de négociation avec le BEA pour mettre en place un truc et signer quelque chose qui a du sens, même si ça ne résout pas tous les problèmes. Donc ça va dans le sens d'une amélioration. Ce qui, dans le futur, me donne beaucoup d'espoir de mieux gérer le cas des accidents majeurs, c'est la création des pôles d'accidents collectifs. Parce qu'avec la création des pôles d'accidents collectifs, vous avez un nombre de magistrats restreint. Et donc du coup, là, vous pouvez vous payer le luxe d'aller les voir avant l'accident. Vous présenter, de discuter sur comment on travaille, etc. et de se connaître. Dans ces pôles, les effectifs ont l'air relativement stables. Donc là, on a quelque chose qu'on peut construire un peu dans la durée et espérer y arriver mieux. Et en plus, dans ces pôles d'accidents collectifs, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression quand même que la justice se débrouille pour mettre des gens qui sont pas trop des manches, des gens qui ont du bon sens et qui ont un peu de recul. Voilà, donc là je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. Maintenant, là encore, il y aura toujours des difficultés. Après, c'est des individus. Ce qui a beaucoup aidé aussi ces dernières années, je crois, c'est, je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont suivi un peu ce qu'on appelle au BEA l'affaire Germanwings, mais enfin le fait que notamment 3 jours après l'accident, le procureur a fait une conférence de presse dans laquelle il s'est publiquement plaint du manque d'empressement que le BEA aurait mis à lui transmettre des données, etc. Bon, quand il a dit ça, le procureur, il n'avait pas pris la peine de savoir ce que c'était que le BEA, quel était le pouvoir de communication du BEA, etc. Il était dans son monde judiciaire. En plus, c'était un Marseillais qui avait davantage l'habitude de courir après les bandits corses que de traiter d'affaires d'accident. Donc pour lui, et vraiment, quand je l'ai rencontré après, j'ai vu que c'était ça, les camarades, c'était ça l'état d'esprit. Je dis, pas ça par malveillance, mais c'est comme ça, quoi. Ils ont beaucoup d'affaires criminelles, crapuleuses à traiter, et du coup, ils ont des réflexes en termes de traitement d'affaires judiciaires qui sont bien adaptés à ce type de clientèle, quoi. Il a été traité comme un voyou. Donc initialement un petit peu, bon, mais justement ça a été quand même un peu un électrochoc pour tout le monde, et je pense qu'après tout le monde a réfléchi par rapport à ça. Et moi ce que je ressens aujourd'hui, alors après combien de temps ça va durer, c'est que du coup maintenant il y a gravé dans les esprits de tout le monde, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, des magistrats, des politiques, attention, le BEA, il ne faut pas le mener n'importe comment, il faut prendre un peu des gants, quoi. Mais ça peut s'évaporer, donc c'est quelque chose à entretenir. Après, ce qui peut être une source d'inquiétude, c'est cette tendance sociétale, alors en France mais partout dans le monde, à l'attention croissante portée aux victimes. Et les victimes, il ne faut pas se faire d'illusions, derrière, même si elles s'en défendent, elles sont quand même naturellement enclines à chercher des coupables, c'est quand même ça le truc. Et des indemnisations. Et des sous. Alors, en France, moi ce que je ressens, c'est oui bien sûr il y a une question d'indemnisation, mais en France c'est quand même une culture, et moi je dis toujours, c'est depuis qu'on a pris l'habitude de couper des têtes et de couper la tête d'un roi à la Révolution, c'est quelque chose qui reste. Et en France, je crois qu'il y a vraiment, de la part des victimes françaises, l'idée de dire je veux
un coupable, mais qui a une tête que je puisse personnifier. J'ai besoin d'avoir un méchant en face de moi. Et ça, je crois que c'est très fort en France. Ça. Plus que dans d'autres pays, où dans d'autres pays, ça sera peut-être plus la recherche d'indemnisation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi de recherche d'indemnisation derrière, bien entendu. Et ça a quand même tendance, du coup, à faire en sorte que tous ces mécanismes dont se gargarise un peu l'OACI, l'Union européenne, sur la protection des données sensibles, etc., ça devient, à mon avis, de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, nos collègues anglo-saxons le découvrent. C'est-à-dire que les Anglais qui se vantaient jusqu'à présent de dire moi je fais des enquêtes de sécurité, tout est protégé, je donne rien à la justice. Et effectivement, pendant longtemps, dans le système américain, dans le système anglais ou australien par exemple, il y avait le système du coroner qui enquêtait sur les causes de la mort, mais qui n'allait pas vraiment, en général, quand c'était un accident, à aller chercher des responsabilités. Accident, une erreur humaine, il ne pas vraiment chercher des responsabilités. Et de plus en plus, ils se rendent compte qu'ils vont vers là et qu'ils se retrouvent de plus en plus avec des cas où ils se retrouvent devant la High Court parce qu'on leur demande de transmettre des données sensibles, des trucs comme ça. Donc ils se sentent de plus en plus exposés là-dessus. Oui. Il y avait une question de Maurice Hickman. Oui, dans les missions d'assistance à l'étranger, les frais sont pris en charge par le BEA ou le BEA est rémunéré pour ses activités? Alors, la tradition dans le milieu des enquêtes, c'est pas uniquement une politique BEA, c'est que l'assistance est gratuite. L'assistance est gratuite. Il peut y avoir des aménagements à la marge, c'est-à-dire que quand c'est une assistance pour laquelle la France n'a vraiment aucun intérêt, on pourra demander, mais c'est uniquement dans les cas des pays qui en ont les moyens, à ce que les coûts indirects soient pris en charge, le déplacement. Mais ça va jamais plus loin que ça. Attendez. Oui. Micro. Oui, on est à l'ère du big data. Or, le BEA travaille avec une masse d'informations qui ne fait qu'augmenter chaque année, bien sûr, et sur des affaires qui ont des choses quand même en commun entre le passé et est-ce que vous avez mis en place quelque chose qui traite simplement du point de vue de l'information, des algorithmes de recherche à travers toutes ces informations qui s'accumulent de plus en plus et qui sont quand même de nature relativement homogène? Alors, le big data, je dirais, il est plus du côté de la DGAC, de l'exploitation de bases ECERS, où là on parle de centaines de milliers de rapports d'événements, où là effectivement on sent bien que humainement, à la main, on ne peut pas y arriver. Donc là, il y a plutôt là que la question du big data se pose. Dans le domaine des enquêtes accidents, le nombre d'événements dont on parle, certes, il est croissant, mais c'est des événements majeurs dans une catégorie donnée ou sur un type d'aéronef donné. Ce n'est pas des nombres d'événements importants, donc on arrive encore à aller chercher les informations par de la recherche semi-manuelle. Mais c'est une difficulté croissante, effectivement, de structurer les données pour aller s'y retrouver. Il y a des choses quand même qui progressent. Au niveau européen, se crée, alors ça a l'air tout bête, on peut se dire mais pourquoi on n'a pas fait plus tôt, mais une base de données européenne de toutes les recommandations émises par tous les organismes d'enquête européens. Pour aller rechercher les recommandations qui ont été émises par le passé avant d'en faire une nouvelle sur un sujet similaire, par exemple. Mais est-ce qu'on voit apparaître de temps en temps je dirais pas de nouvelles causes, mais des choses nouvelles apparaissent, ne serait-ce que parce que les conceptions évoluent aussi bien en France, en Angleterre et aux États-Unis, et de manière différente. Est-ce qu'il y a, comme le facteur humain, est-ce que ça devient prépondérant dans les choses Ça, c'est le sujet un peu tarte à la crème sur lequel j'aime bien, voilà. j'aime bien piquer un peu ça, le facteur humain, effectivement. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est, mais quand même. Oui, d'une part, on ne sait pas très bien ce que c'est. D'autre part, on voit effectivement traîner des planches qui, en général, ont été écrites par des professionnels du domaine facteurs humains et organisationnels qui ils apportent leur contribution à la sécurité, mais ils cherchent aussi à se vendre eux-mêmes un peu, et qui présentent l'histoire de
de la sécurité aérienne en disant dans les années 40, 50, on s'intéressait qu'aux progrès, qu'aux causes purement techniques, parce que les aéronefs étaient peu fiables et c'était ça la cause majoritaire des accidents. Petit à petit, grâce à nous, on a découvert les facteurs humains, on a fait des progrès sur la sécurité aérienne dans les années 70, 80, 90, parce qu'on s'est mis à travailler sur les facteurs humains. Moi, je m'oppose quand même assez fortement à cette vision que je trouve très réductrice. Je suis tombé un peu par hasard récemment sur un rapport du BEA qui date de 1946, qui a été écrit par un certain monsieur Maurice Bellonte, c'est pas par n'importe qui est relatif à un accident d'un DC-3 qui faisait Bruxelles-Le Bourget et qui se plante en approche au Bourget par mauvaise météo, semble-t-il en plafonnant les minima. Apparemment, un contexte où à l'époque la notion de minima n'était peut-être pas très bien définie non plus. Alors dans le rapport, on ne trouve pas le mot facteurs humains, mais il parle que de ça quand même. Il parle que de ça. Et organisationnel. Parce qu'on voit aussi, il analyse aussi les aspects organisationnels, l'incitation du pilote à s'affranchir de limites, les pressions, le contexte, l'incitation, les défauts d'organisation du système météo, etc. Il parle de ça. Donc cette vision-là, c'est pas vrai. C'est juste que maintenant, on fait des facteurs humains de façon différente et de façon plus structurée. Mais je pense qu'on en a toujours fait. Et que ça a toujours contribué à beaucoup d'accidents. Parce que dans les années 40-50, oui, il y avait beaucoup de moteurs qui tombaient en panne, d'avions qui cassaient, etc. Et ça faisait tomber les avions. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui, justement, typiquement ce genre d'accident, qui ont plafonné les minima et qui se percutaient les planètes parce qu'ils ont plafonné les minima. Et ça, c'est pas des causes techniques. Ça. Jean-François, oui. Oui, merci. J'ai pas de questions, mais je voudrais apporter une explication ou un témoignage sur 2 points. Sur le rattachement du BEA au vice-président du CGEDD. C'est moi qui étais à l'origine Cette formulation tordue. cette formulation tordue. Et je m'en repens aujourd'hui. Ça m'étonne pas, ça. Il faut relier ça à la recherche des garanties d'indépendance. Quand on discutait du projet de loi avec Arslanian à l'époque, Arslanian était partisan pour lui, il avait le compte à rendre communiste. Et je lui ai dit non, parce que j'avais le souvenir douloureux, j'estimais à l'époque qu'un ministre était pouvait être un facteur d'ingérence extrêmement nocif pour les enquêtes accidents. Et j'étais traumatisé par l'accident de Bordeaux du Coronado, où un ministre, moins de 24 heures après, dit c'est la faute du responsable, et il a fallu plusieurs années avant que le Conseil d'État finisse par reconnaître que la navigation aérienne était responsable à 100%. Donc j'avais pensé, il y a une autorité en quelque sorte qui fait écran entre le ministre et les services, qui a une certaine garantie d'indépendance, et c'est pour ça qu'on avait mis cette disposition. Mais je le regrette maintenant parce que cette disposition, en quelque sorte, est devenue nulle et non avenue. Il y a quelques années, quand j'étais au CGEDD, là au Collège d'aviation civile, je voyais le BEA qui se faisait attaquer quotidiennement sans que le BEA, pour des raisons déontologiques, réponde en fait. Il y a des véritables campagnes de presse.
Donc, je suis allé voir le vice-président du CGEDD, puis je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, le BA est auprès de vous, le BA se fait attaquer, il faudrait peut-être que le CGEDD fasse quelque chose pour remettre les choses d'équerre vis-à-vis notamment de l'opinion publique. Et la seule réponse que j'ai eue, enfin, le président du CGEDD ignorait complètement que le BEA était auprès de lui. Donc, il a fallu lui aller chercher des textes et lui envoyer. Je pense que le BEA ne faisait aucun effort pour faire savoir au vice-président du CGEDD qu'il était... C'est vrai. Et l'affaire en est restée là. Le vice-président du CGEDD, voulant pas se mêler d'affaires où il y a que des coups à prendre, quelle que soit la mission d'intérêt général dont cette noble institution est investie, donc il n'a absolument rien fait. Donc c'est devenu un dispositif vide de sens. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est que pour avoir étudié beaucoup d'enquêtes judiciaires, moi personnellement je suis partisan de la transparence la plus complète. Et il me paraît normal que le CVR soit au dossier de l'instruction et donc inévitable qu'il fuite dans la presse. Si ça pose des problèmes au BEA, ça pose surtout des problèmes aux pilotes. Aux pilotes, voilà. C'est que le porte-parole des pilotes, ça dépend. mais c'est pas parce qu'on cherche à défendre les pilotes, c'est que sinon on n'aura pas d'enregistreur, c'est tout. Voilà. Hein, le problème de fond, c'est les rapports du BEA avec les pilotes, qui sont, je ne dirais pas légitimement, mais avec acharnement parfois, attachés sous couvert de confidentialité à ne pas faire apparaître leurs responsabilités éventuelles, même quand elles sont évidentes. Ça fait plaisir de Voilà. quelqu'un qui a aussi peu de langue de bois que moi. Monsieur Grassino est célèbre pour cela. Bien, écoutez, je crois que